Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver pour une nouvelle semaine, le temps passe tellement vite qu'on est déjà sur la deuxième, enfin pas juste la deuxième partie mais la dernière partie, les dernières semaines de la saison régulière. Le mois de mai arrive très vite, avec le mois de mai la fin de ce calendrier de saison régulière et le début des tournois de conférence, et ensuite vous le savez il y aura la sélection des 64 équipes, et en juin on ira du côté de la jungle de la NCAA avec le tournoi national. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On va y aller pour un épisode qui va être très court cette fois-ci. Allez, c'est parti! Alors, comme je l'ai dit, épisode très court parce que j'ai une semaine, enfin 2 semaines très chargées pour raconter ma vie, mais je voulais pas non plus rester avec une discontinuité. Par exemple, revenir d'ici 2 à 3 semaines avec un gros épisode. Je me suis dit pourquoi pas faire un tout petit épisode aujourd'hui et un deuxième épisode peut-être un peu moins petit la semaine prochaine, qui vont en fait se correspondre. L'épisode d'aujourd'hui va être en fait l'intro à l'épisode de la semaine prochaine. Et je vais vous expliquer en détail ce que je veux faire en fait. Pour ceux qui me suivent depuis le début, on va dire, vous avez certainement vu que chaque année, je fais un épisode qui est assez long, qui va simuler, en fait, va quelque part prédire un peu les 64 équipes que l'on va retrouver au tournoi national. Donc c'est un exercice que font souvent les Américains, le Field of 64 pour donner le nom. Et moi j'aime bien ce genre de jeu où on essaye un peu de regarder toutes les métriques, et de regarder un peu les classements, les rankings. Et en fonction de ça, on décide des équipes qu'on va choisir. Et en même temps ça nous permet de dire ok, pour telle conférence on voit très bien 4, 5, 6, etc. équipes qui vont se qualifier. Pour telle autre conférence, moins, etc., etc. Et en fonction, on construit en fait notre bracket et on finit par avoir en fait un bracket un peu prédictif, et après on peut le comparer avec le véritable bracket qui arrivera en juin. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de faire, mais en fait, vu que là j'ai pas le temps, je vais le découper en fait en 2 épisodes. Aujourd'hui, on va se focaliser en fait sur les 16 équipes que l'on va prédire qui vont un peu host lors du tournoi national. Je rappelle, il y a 16 équipes qui vont être hôtes, tout simplement, quand on va diviser ce tournoi par regionals. Donc le premier tour, je le rappelle encore une fois, sont des regionals. 4 équipes par région, 16 régions, donc 16 x 4, 64, le compte y est. Et ensuite, le premier de chacun de ces regionals va se qualifier pour le Super Regional, qui est donc un tour, on va dire, plus classique, avec une série en 3 matchs, au meilleur des 3 matchs. Et les vainqueurs de ces Super Regionals, donc les 8 élus, les 8 meilleures équipes de la saison, vont se retrouver ensuite à Omaha pour les College World Series. Donc nous aujourd'hui on va regarder un peu quelles sont les équipes qu'on pourrait projeter en fonction de ce qu'on voit sur la saison, en fonction du RPI, donc c'est la métrique qui tend à disparaître normalement, parce qu'à la base je rappelle, le RPI c'est pas une métrique baseball, je pense que ça vient du... Alors je vais dire une chose, je suis pas sûr à 100% pour le coup, donc si ce n'est pas le cas, excusez-moi et je rechercherai la semaine prochaine pour vous confirmer ou non. Mais je pense que le RPI à la base c'était plutôt une métrique qui venait, qui avait été, on va dire, créée, ou en tout cas utilisée par rapport au basket en fait. Le baseball la réutilise, avec les mêmes principes, je veux dire ça peut s'étendre à différents sports, mais cette métrique est assez arbitraire dans le sens où ce RPI va beaucoup jongler en fonction des résultats de chacun, en fonction des... telle équipe par exemple a une suite de mauvais résultats. Donc elle devient une équipe qui a un moins bon pédigré. Une autre équipe la rencontre. Même si elle gagne cette équipe-là, mais après plusieurs semaines, peut-être que si elle avait rencontré l'équipe au départ, quand elle avait un RPI, par exemple, mettons de 20, la victoire aurait eu beaucoup plus d'impact pour son propre RPI, à l'équipe victorieuse, que si elle la rencontre plusieurs semaines après, avec un RPI qui a chuté, qui est maintenant un RPI, mettons, de 90. Donc vous voyez, je ne sais pas si l'exemple est clair, mais en gros ça fait que l'évolution de chaque équipe influe bien sur leur RPI, ce qui fait sens aussi, mais ce qui fait que
par rapport au pédigré d'une équipe, si elle faiblit et qu'une autre équipe là-bas, en fonction du moment où elle la rencontre, ça aura moins d'impact pour son propre RPI, dans le bon sens. Ça peut même avoir un impact aussi négatif, puisque vous rencontrez une équipe qui a un RPI moins fort que prévu, vous, en fait, ça ne vous augmente pas votre RPI. Et au contraire, si vous, par malheur, vous perdez face à cette équipe un RPI plus faible, vous pouvez dégringoler au niveau du RPI. On a vu une équipe comme Texas A&M, il n'y a pas si longtemps, qui avait dégringolé jusqu'à un RPI qui était proche des 100 et quelques. Alors que c'est une équipe quand même de SEC, c'était la pre-season favorite pour le titre national. Bon, depuis, je ne vais pas trop parler pour pas leur porter la poisse, mais depuis ça va beaucoup mieux. Ils sont en train de défrayer la SEC là, depuis 2-3 week-ends, et ils se sont replacés dans une configuration déjà un peu plus respirable, on va dire. Donc leur RPI aussi a bien augmenté, parce que c'est la chance aussi quand on est en SEC, rencontrer des équipes avec des forts RPI de base, ça vous permet de se refaire une santé assez vite. Mais donc bref, comme souvent je digresse, mais tout ça pour dire que voilà, il y a plein de choses à prendre en compte quand le comité de sélection sélectionne en fait les 16 équipes. Et par exemple, le fait que vous ayez par exemple dans le top 25 les 16 premières équipes ne vont pas forcément être les 16 équipes hautes au final, puisque D1 Baseball c'est une chose, mais le comité de sélection ce n'est pas D1 Baseball déjà. C'est au niveau du comité athlétique. C'est un jury, un jury de sélection qui vient en fait tout simplement de départements athlétiques de différentes facs. C'est ce qui pose aussi pas mal de problèmes à beaucoup d'instances, enfin beaucoup de gens en général, parce que cette instance, cette façon de faire, ajoute toujours sur l'eau de ouais mais vous voyez peut-être qu'il favorise cette équipe ou cette autre équipe, on sait que ce monsieur est le chef de département athlétique de telle fac. Bref, vous imaginez très bien que très vite la suspicion, l'envie de se créer des narratifs où on se dit qu'il y a une grosse corruption. Des fois l'impression que c'est vrai aussi, parce qu'on a pu voir des décisions qui portaient à débat malgré des métriques que l'on considère comme étant impartiales comme le RPI. Et donc, pour revenir à l'épisode du jour, on va ralentir et se reposer, on va donc en fait choisir nos 16 équipes qui vont être hautes. Voilà. On va pouvoir commencer tranquillement. Je vais prendre en fait moi un pool, pour faire plus simple, un pool d'une trentaine d'équipes, on va dire 30 équipes pile, même pour faire encore plus simple. Ces 30 équipes-là vont forcément pour la plupart être dans le top 25 de D1 Baseball, mais pas que, je vais aussi regarder le RPI, je vais les énoncer, et ensuite je vais commencer à faire un peu des comparaisons, et vous dire voilà, qui joue en numéro 1, qui joue en numéro 2, etc. etc. Il est temps de sélectionner les équipes. Je rappelle avant vraiment de sélectionner les équipes que le RPI, encore une fois, c'est une métrique qui annonce surtout votre rang en termes de difficulté des opposants que vous avez rencontrés. Par exemple, il y a des équipes qui peuvent avoir des bilans assez mitigés, mais qui sont très bien classées en termes de RPI. Et ça peut compter, puisqu'on se rappelle par exemple que la saison dernière, Miami, n'importe quoi, Florida, c'est dans le même état, mais Florida avait eu un bilan très 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 moyen et avait pourtant été sélectionné. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'un des meilleurs RPI de la nation. Notamment, on regardait beaucoup la difficulté en termes de calendrier qu'ils avaient monté. Et donc, le calendrier était très 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 puissant. Ce qui a, de manière, par incident, influencé en fait le RPI très très fort de Florida, et leur a donc permis, par exemple, de coiffer au poteau des équipes, notamment des mid-majors, qui avaient fait des saisons exceptionnelles et qui avaient donc été plébiscitées, mais qui avaient forcément, déjà de par le fait qu'ils soient dans des conférences plus faibles, des RPI beaucoup plus modestes. On y va avec la sélection, je vais faire 10 par 10. Je vais commencer par les 10 premières équipes que je vais prendre. Alors, je vais prendre Texas tout d'abord. Je vais prendre ensuite Arkansas, LSU, Clemson, Georgia. Je vais prendre Auburn. Je vais prendre Vanderbilt. On va ensuite prendre North Carolina, ça va me faire 8, Alabama et Florida State. Pour les 10 suivantes, donnez-moi Oregon State, Tennessee, le champion sortant. Je vais vraiment aller dans l'ordre du RPI pour cette phase de 10, je pense, parce que Coastal Carolina, ça me plaît bien. West Virginia, ils sont très bons, un peu en sous-marin. Ouais, je vais quand même prendre TCU, même si le bilan est
à la limite, je trouve. Arizona, UCLA, je vais prendre Louisville, Oklahoma, et je vais prendre UC Irvine. Et pour finir, on va faire notre dernière salve de 10 équipes. Je vais prendre donc Cal Poly, Ole Miss, DBU. Je vais prendre Georgia Tech. Je vais prendre une petite surprise, une grosse cote, c'est UTSA, mais qui a un très bon RPI. Je vais prendre Kansas. Je vais prendre NC State. Je vais prendre Northeastern. Je vais prendre Western Kentucky pour avoir une autre équipe avec une grosse cote. Et je cherche. Je vais prendre Southern Miss. Voilà pour mes 30 équipes. Donc voilà, avant de commencer, vous pouvez voir qu'il y a une équipe par exemple qui est vraiment forte comme Oregon que j'ai pas mis dans ma projection. Pourtant personnellement je vois en fait Oregon, en tout cas s'il continue là-dessus sur leur lancée, pouvoir être dans ces 16 équipes hautes. Mais là j'ai envie de faire le jeu par rapport au RPI actuel notamment et au bilan actuel. C'est-à-dire que Oregon, qui a un bon bilan, je pense qu'ils sont en 27 victoires, 11 défaites. Ils ont un rang en termes de RPI au niveau 45. La dernière équipe que j'ai prise, Southern Miss, n'est que 3 positions devant eux avec un bilan un peu moins bon. Ils ont joué plus de matchs, 27 victoires, 13 défaites. C'est aussi une équipe qui vient d'une mid-major, alors que Oregon est tout en haut de la Big Ten, en tout cas parmi les équipes de tête de la Big Ten. Mais pour ce jeu-là, j'omets Oregon, même si, encore une fois, je les vois très bien finir dans les 16, puisque on va dire c'est une sorte de prédiction, mais c'est surtout une photo au jour d'aujourd'hui. Et moi, après, je vais m'amuser avec ça, et ensuite, quand on va faire notre complet Field of 64 la semaine prochaine, les choses vont prendre sens, et on verra Oregon, même s'ils ne seront pas hautes, ils seront peut-être tête de série numéro 2 dans une des 16 poules, tout simplement. Voilà, c'est juste pour pas me faire incendier ou éliminer par des fans d'Oregon. Mais bref, on va pouvoir commencer. Et en fait, je vais commencer par donner mes 4 premières têtes de série. Donc, ces 4 premières têtes de série vont être pour la plupart, ou en tout cas font partie pour la plupart de la première partie, les 10 premières équipes que j'ai nommées, avec une exception, et vous allez voir. Ma tête de série numéro 1, ça va être Clemson. Alors j'ai pris Clemson au-dessus de Texas pour une raison simple. Enfin, une raison simple, elle n'est pas si simple, mais Texas est dans la SEC, malgré le bilan exceptionnel qu'ils ont toujours un calendrier délicat. Cette année, Clemson, même s'ils sont dans la ACC, on a l'impression qu'ils sont un peu au-dessus du reste de la meute ACC. Peut-être la seule équipe que je vois assez proche d'eux, mais qui a fait un mauvais démarrage, c'est North Carolina. Alors que pour Texas, on retrouve encore la recette de Schlossnagle, mais en termes de stars pures, même si c'est très cohérent ce qu'ils font, en termes de stars pures, ça peut peut-être faire la différence en leur défaveur à un moment dans une ou l'autre des séries qui restent. Donc pour moi, Clemson, tête de série numéro 1, et du coup, Texas serait tête de série numéro 2. En numéro 3, j'hésitais entre beaucoup de SEC, notamment Arkansas, notamment Tennessee. Mais j'ai décidé de prendre LSU. Là, j'ai envie de dire c'est presque arbitraire, parce que LSU va devoir se frotter à l'équipe chaude du moment, c'est Texas A&M. Ça reste aussi une équipe qui va avoir donc un calendrier, mais comme toutes les autres SEC, assez copieux, on va dire. Malgré tout, j'ai essayé de prendre LSU, j'ai pas une tendance qui fait que LSU pour moi mériterait plus entre guillemets que Arkansas ou que Tennessee pour prendre une des équipes SEC du top, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent remonter. Pour moi, ils vont gagner la série face à Texas A&M. S'ils la perdent, tant pis pour eux, mais je veux dire, moi dans ma vision en fait, ils gagneraient notamment la série face à Texas A&M, et ils finiraient un peu plus fort que les deux autres équipes nommées. Et enfin, en tête de série numéro 4, je prendrai Oregon State.
Alors pour Oregon State, c'est spécial puisque je le rappelle que cette saison ils sont indépendants et du coup ce qu'ils ont fait pour avoir un calendrier, enfin pour avoir un calendrier fort et donc pouvoir être élus at large, bah, ils ont justement renforcé leur calendrier en ayant des matchs très difficiles sur le papier. Faut le savoir, comme ils ne sont pas dans une conférence, ils ne peuvent pas avoir un bid automatique puisqu'ils ne gagneront pas de conférence. Voilà. Donc forcément, ils étaient obligés de trouver un moyen de rester compétitifs et ils l'ont bien fait en corsant leur calendrier. Et je le rappelle, c'est qu'actuellement, ils sont en 30 victoires, 7 défaites. Ils ont gagné 11 matchs, perdu un seul à la maison. Ils n'ont perdu que 3 matchs à l'extérieur. Quand on dit à l'extérieur, c'est-à-dire chez une équipe qu'ils visitaient, puisqu'ils ont aussi joué sur terrain neutre, où ils ont perdu que, je pense, 3 matchs également. Donc voilà mes 4 premiers, donc Clemson, Texas, LSU et Oregon State. Les 4 suivants dans l'ordre, en tête de série numéro 5, j'ai le champion sortant Tennessee. Là pareil, j'avais pas mal de candidats, notamment Arkansas encore une fois. Il y a des équipes qui ont des très bons RPI comme Vanderbilt, Georgia, etc., etc. Mais j'ai l'impression que Vanderbilt c'est une équipe qui performe beaucoup à domicile. À part la série très très bonne à l'extérieur à Florida, mais le reste des séries à l'extérieur, ça a été un peu plus compliqué. Georgia, honnêtement, on avait peur d'un ventre creux après les départs, notamment de joueurs comme Charlie Condon. Ce n'est pas le cas. Malgré tout, ils ont toujours un peu les mêmes problèmes qu'ils avaient la saison dernière, c'est-à-dire qu'ils ont potentiellement une offense puissante. Leur pitching staff est un tout petit peu plus douteux, donc ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de marge. La preuve, c'est que là, ils se sont fait sweeper ce week-end, donc il n'y a pas une grosse marge, même si pour l'instant, ils sont quand même bien installés, notamment grâce aussi au meilleur RPI, je pense, de la nation actuellement. Ils ont le premier RPI de la nation devant Texas, Vanderbilt, Auburn et Arkansas, pour vous faire un top 5 des RPI. Donc, je vous ai dit, en 5e, je prends plutôt Tennessee. En 6e, du coup, je prends plutôt Arkansas. Je vais prendre en 7e position ma deuxième équipe ACC, c'est North Carolina. Je le rappelle, ils ont eu un début de saison un peu compliqué en termes de calendrier de conférence, mais depuis ils n'ont pas perdu une série. Je pense qu'ils ont perdu les 2 premières et depuis ils n'ont pas perdu une série. Donc c'est très solide et c'est l'équipe pour l'instant qui peut faire de l'ombre à Clemson en ACC. Ils ont encore une fois un pitching staff qui est très bon, ils ont un line-up aussi qui est très bon entre expérience et fougue, on va dire. Et c'est un cocktail qui est très puissant, c'est un cocktail qui devrait normalement leur permettre de postuler à pouvoir aller jusqu'à Omaha. Donc voilà. Numéro 7, donc North Carolina. Et numéro 8 pour finir ce top 8, c'est Vanderbilt. Alors Vanderbilt, comme je l'ai dit, c'est le genre d'équipe, on ne sait pas sur quel pied danser dans le sens où actuellement, par exemple en SEC, ils n'ont pas le meilleur bilan du tout. Ils sont à peine un peu au-dessus de l'équilibre, on va dire. Mais en fait, ce qui est fort avec Vanderbilt, c'est c'est soit ils se font sweeper, soit ils sweep. Donc forcément, quand vous avez un tel écart, c'est facile aussi de réengranger des victoires et de remonter son bilan assez rapidement, parce que là, ils viennent de sweeper. Alors qui vient-il de sweeper? Est-ce que c'est Georgia justement? J'ai un petit trou, désolé. Mais je pense que c'est Georgia. Peut-être c'est une erreur de ma part, et vous m'excuserez à l'avance, j'ai pas mes fiches devant moi. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, ils viennent de sweeper en SEC. Ils avaient sweepé aussi Florida à Florida, donc c'est la série qui fait la différence pour moi et pourquoi je les vois pour l'instant top 8. Et comme je l'ai dit en début de saison et en pré-saison, c'est une équipe qui nous a habitués à être tout au haut de l'affiche en SEC sur la fin des années 2010 et tout début 2020, et qui comptait beaucoup sur son pitching staff. Sur le papier, ils ont encore des pitchers à fort potentiel, mais on trouve en fait un line-up qui est beaucoup plus intriguant et intéressant cette saison. Et notamment, et c'est une métrique aussi importante à noter, c'est que la SEC au global est peut-être un tout petit peu moins orientée vers de la puissance à tout va. Ce qui fait que des équipes comme Vanderbilt ou alors encore Kentucky qui vient de gagner une série à Tennessee d'ailleurs, arrivent à rester dans les matchs puisque leur jeu un peu plus d'opportunités et pour Kentucky beaucoup plus de small ball leur permet de rester très cohérent et donc de rester dans les matchs. Donc pour Vanderbilt, le gap offensif est beaucoup moindre et au niveau pitching, c'est pas incroyable, mais ça reste très solide. Ce qui fait que il clôture ce top 8. Je vais faire une mini pause et ensuite on va parler des positions 9 à 16 pour finir ce podcast.
Ok, nous y sommes dans la dernière partie de ce podcast. Je vais vous donner d'abord les positions 9 à 12. Et ensuite, on va finir par 13 à 16 et je vais dire en fait, notamment ceux qui n'ont pas fait le cut, il y en a quand même pas mal au final. Et pourquoi rapidement, je vais pas rentrer dans le détail puisque voilà, en fait, tout simplement, je suis obligé de raccourcir l'épisode au maximum. Mais en tout cas, en 9ème position, j'ai une troisième équipe ACC en Florida State. Alors ils sont un peu moins impressionnants que la saison dernière, il faut le dire aussi, ils ont quand même perdu du beau monde, notamment dans le line-up. Par contre, ça reste toujours très solide, ça reste toujours très bon pour la ACC. Ils ont surtout un Jimmy Arnold, un ace qui est difficile à surmonter, et en général, ils ont un pitching staff qui est quand même très cohérent. Donc ce qui fait que ça permet de toujours avoir un bilan au global très intéressant en ACC. En numéro 10, j'ai décidé de mettre Georgia. Georgia qui, comme je l'ai dit, n'a pas beaucoup de marge. J'ai beaucoup hésité pour vous dire la vérité. En fait, c'était un peu un soit 10, soit pas du tout dans le top 16 pour Georgia. Et en fait, j'ai un peu swappé, c'est-à-dire j'ai un peu échangé entre eux et Auburn. C'était en fait ma petite wildcard. Je me suis dit, l'équipe que je vais mettre top 10 entre Georgia et Auburn, c'est vraiment soit aller top 10, soit aller en dehors de mes 16. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est de la SEC encore une fois, c'est un calendrier très difficile, et j'ai l'impression que Auburn a l'air un peu plus consistant, mais ils ne font pas beaucoup de différence. Georgia, c'est ça passe ou ça casse, mais du coup, comme j'ai dit, quand vous sweepez, forcément vous montez d'un coup, vous rehaussez d'un coup votre bilan, et on n'est pas à l'abri d'un sweep positif pour Georgia d'ici la fin de la saison régulière. C'est pourquoi, pour moi, ils ont pris l'ascendant sur Auburn. Mais encore une fois, c'était vraiment pour dire que c'était soit 10e, soit pas du tout, puisque pour le coup, pour les autres places, j'ai beaucoup plus de certitude dans ma tête, dans mon jeu à moi, voilà, tout simplement. En 11e position, pour moi, il y a Ole Miss. Ole Miss, ils font une très bonne saison, ils sont très embêtants à jouer, pour ne pas dire pire. C'est peut-être pas l'équipe la plus talentueuse sur le papier, ni sur le terrain, mais c'est une équipe qui ne lâche rien, et c'est très important. Ils sont à l'équilibre, voire même un peu plus au niveau du calendrier, enfin du bilan SEC pour l'instant. Ça reste de la SEC, donc on ne sait pas d'ici la fin de la saison si ça va pas redescendre un peu, mais en tout cas, très content de revoir Ole Miss à un tel niveau. On sait qu'ils ont dû manger leur lot de vaches maigres, et là, pour le coup, ça a l'air de redémarrer de manière un peu plus solide. En 12e position, j'ai donc une autre équipe SEC. Vous verrez donc que j'ai quand même beaucoup d'équipes SEC au final dans mon top 16. Et j'imagine qu'au global, dans les 64, j'en aurais quand même beaucoup. Et bien en numéro 12, j'ai Alabama. Alors Alabama, pareil, c'est une équipe où j'ai hésité. C'était soit 12e dans ma tête, soit carrément ils étaient en dehors du top 16. J'ai longtemps hésité à mettre Georgia Tech face à Alabama, à mettre Arizona face à Alabama également. J'avais quelques équipes comme ça, et pour parler d'une autre équipe SEC que j'ai pensé mettre face à Alabama, enfin à la place d'Alabama en deuxième position, j'avais carrément pensé à Oklahoma. Alabama, ils ont une superstar en Justin LeBron, ils ont un line-up qui est très intéressant, ils ont un pitching staff qui est un peu plus... c'est un peu plus compliqué, ils ont des joueurs talentueux, mais en fait il n'y a pas beaucoup d'homogénéité, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a du talent, mais il y a aussi des joueurs qui sont un peu plus en deçà. En termes de pitching staff, donc en SEC ça pardonne pas souvent, mais malgré tout ils sont pas loin du bilan à l'équilibre, si j'ai pas de bêtises, donc ça reste encore une fois très bon. Puis au bilan au global, ça reste une des places fortes, tout simplement de la nation. Ils sont en 31 victoires, 10 défaites, donc voilà, il n'y a rien de rédhibitoire pour eux, mais voilà, je les mets donc en 12e position. J'avais dit que j'allais faire 9 à 12, donc voilà, 9 à 12 c'est clair, j'ai pas trop besoin d'expliquer, et donc je vais finir avec les 13 à 16, et en fait je vais mettre à chaque fois des petits match-up, pourquoi j'ai choisi une équipe plutôt que l'autre. Ça va aller un peu plus vite comme ça, plutôt que de parler de chacune des 14 équipes qui ne sont pas prises, et pourquoi. Donc en 13e position j'ai UCLA. UCLA était face à Kansas, à Georgia Tech, à Arizona et à TCU notamment. Et pourquoi j'ai pris UCLA, puisque pour l'instant ils sont tout en haut de la Big Ten. Bon, ils viennent de perdre la série face à Oregon, donc la région de l'Oregon, l'état d'Oregon leur a fait du mal entre le midweek perdu face à Oregon State pour le Jackie Robinson Day, et ensuite donc la série perdue face à Oregon.
Malgré tout, c'est un UCLA retrouvé, c'est une équipe qui est très intéressante à voir jouer avec ce concept de John Savage qui fait jouer des shortstops dans tout l'infield. C'est-à-dire que première base, deuxième base, troisième base et shortstop, c'est que des shortstops. Et du coup, ça apporte un dynamisme dans la défense. C'est une défense très difficile à euh, outrepasser en tout cas ou à dépasser. Et en plus cette année j'ai l'impression que l'offense est quand même pas mal, franchement vraiment pas mal, alors que ça pouvait être la question qu'on pouvait se poser, c'est à dire qu'il y a très peu de star power à UCLA, mais ils ont des joueurs très intéressants. Le pitching staff aussi est revenu à un niveau qui est quand même aussi très intéressant et plus au fait de ce qu'on a l'habitude de voir du côté du UCLA, ou ce dont on avait l'habitude de voir les années avant les 2-3 dernières saisons qui ont été beaucoup plus compliquées. Et c'est pourquoi ils ont fait le cut, ils peuvent très bien gagner la Big Ten d'ailleurs de leur première saison. Et voilà, ils ont un RPI aussi qui est très 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 solide, hein. Ils sont 17e en termes de RPI, donc c'est très intéressant pour eux. En 14e position, j'ai ma première mid-major, et certainement ma seule mid-major. Je réfléchis en même temps que je parle, mais oui, ça va être ma seule mid-major, c'est UC Irvine. Et donc en fait 14e, c'est un peu la position que je voyais pour une mid-major, parce que en fait, au vu du bilan, au vu du RPI, j'ai pas mal de mid-majors qui peuvent concourir au 14, 15, 16, mais pour 15 et 16, je voyais plutôt des équipes du, on va dire, entre guillemets, Power 5, mais des équipes qui font des très belles saisons régulières dans ces grosses conférences. Et qui pourtant n'ont pas, en fait, en termes de RPI, peut-être le RPI le plus incroyable pour l'instant, pour leur permettre de vraiment être plus haut que 15-16 pour l'instant. Donc UC Irvine se battait pour moi face à des équipes comme Cal Poly, hein, et c'est marrant parce que c'est aussi la Big West, et ça se tire la bourre entre UC Irvine et Cal Poly. Il y avait aussi DBU, puisque DBU, c'est vrai qu'ils ont eu un trou d'air, hein, avec quelques séries perdues, notamment face à Western Kentucky, mais depuis c'est 9 victoires d'affilée, c'est donc 3 séries gagnées avec 3 sweeps. Donc voilà, DBU est de retour en haut au premier plan. Et en autre mid-major, j'avais donc noté justement Western Kentucky qui est pour l'instant en haut de la conférence USA. Northeastern aussi, je les ai notés quand même, hein, ils font une très bonne saison sous le radar. Et en plus, Northeastern, si je dis pas de bêtises, ils ont un très bon RPI, ils ont le 35e RPI de la nation, donc c'est vraiment très très bon. Western Kentucky, dont je viens de parler, a le 34e justement. Et puis j'avais noté un habitué de ces classements très intéressants, que ce soit en termes de Sunbelt, en termes de top 25 et donc même en termes de RPI en général, c'est Southern Miss qui se bat déjà contre les autres équipes de Mississippi, notamment Ole Miss et Mississippi State, ce qui leur permet souvent d'avoir des très bons calendriers hors conférence. Et au-delà de ça, ils sont quand même dans la Sunbelt, même si la Sunbelt est assez décevante pour le coup au final cette saison. Ils ont un RPI de 42, donc pour eux ça me paraissait un peu compliqué. Western Kentucky et Northeastern, vous avez compris aussi, c'était un peu loin de Cal Poly et UC Irvine. Et donc entre Cal Poly et UC Irvine, j'ai pris voilà, l'expérience. On a l'habitude de voir UC Irvine dominer la Big West, ou en tout cas tout en haut. Cal Poly, c'est un peu une première. Et voilà, j'ai décidé aussi d'aller vers le RPI qui était le plus haut, hein, tout simplement. Et c'est pourquoi j'ai donc UC Irvine en 14e position. En 15e position, j'ai NC State. NC State, ils ont très mal commencé, mais depuis, c'est un peu un raz-de-marée. C'est redevenu la bête noire un peu des équipes ACC. On ne sait jamais sur quel pied danser quand on les côtoie en ACC. Là, actuellement, ils ont l'un des meilleurs bilans ACC, justement. Et puis, leur RPI est au niveau 33, donc il est un peu bas. Et c'est donc pour ça que je ne pouvais pas les mettre plus haut, selon moi. Ils avaient face à eux des équipes comme Oklahoma. Oklahoma qui a un bien meilleur RPI. Hein, Oklahoma, actuellement... j'essaie de les retrouver, ils ont le 19e RPI, mais le problème pour moi c'est le bilan SEC par rapport au bilan ACC de North Carolina State, même s'ils ont bien rattrapé ce week-end, hein, Oklahoma. C'était la principale équipe que je voyais, on va dire concourir. J'avais un peu pensé à Kansas ou à Louisville, autre équipe ACC par exemple. Louisville qui fait une très très bonne saison, et d'ailleurs Louisville qui a un meilleur RPI largement, hein, que NC State, mais encore une fois, NC State a ce côté épouvantail et ce bilan qui fait que je les vois bien continuer sur leur lancée jusqu'à la fin de la saison. Louisville, ils font une très bonne saison, il n'y a rien à dire. On a retrouvé le Louisville, voilà, poil à gratter, qu'on a l'habitude de voir, hein, à part c'est peut-être 3-4 dernières saisons en ACC, mais je les vois voilà, peut-être un peu plus flancher. Alors pour l'instant, ils ont un RPI de 18, hein, donc normalement, si on se base que sur le RPI, on dirait que Louisville devrait avoir ce spot. Mais voilà, moi, ma cote, c'est NC State pour la 15e position. Et en 16e position, bah là, pour le coup, c'est moins une surprise, même si c'est pas le premier nom dont on va penser en termes de début de saison. Hein.
je vais vous parler justement de West Virginia. West Virginia, ils sont en tête de la Big 12, ce n'est pas rien. Ils ont un bilan au global de 34 victoires, 4 défaites. Ils ont un RPI 14, ils sont 14e en termes de RPI, donc c'est très très bon. Et ils viennent de passer surtout, dépasser TCU qui avait le plus gros RPI, si je dis pas de bêtises, de la Big 12. Je réfléchis en même temps que je parle, mais oui, c'est bien ça. Maintenant, c'est West Virginia qui a le meilleur RPI de la Big 12, juste devant TCU, ils viennent de les dépasser. Et TCU a un bien moins bon bilan, puisqu'ils ont 29-12 en termes de bilan global. Et donc West Virginia est la 16e et dernière équipe, ce qui fait que sur le carreau, je laisse donc TCU. Arizona, qui est aussi juste derrière en termes de RPI, et qui est tout en haut de la Big 12 également. Louisville, donc on vient d'en parler par rapport à NC State. Oklahoma qui est un peu la grosse cote, puisque ça aurait pu être une équipe du top 16 quand on voit notamment leur RPI, mais qu'on voit aussi le calendrier qu'ils ont et ce qu'ils sont capables de faire en SEC pour l'instant. Je laisse également sur le carreau Cal Poly qui n'a pas eu mes faveurs face à UC Irvine. Je laisse également DBU, Georgia Tech, UTSA dont je n'ai pas reparlé mais qui fait une excellente saison. UTSA surtout qui a un très bon RPI. Parmi les mid-majors, c'est peut-être l'un des meilleurs RPI. Il y a quoi? Il y a UC Irvine, il y a Cal Poly, DBU, Xavier devant eux. Donc c'est le 5e RPI des mid-majors, ils sont 28e au global. Ils font une très bonne saison en AAC, ils sont en 30 victoires, 10 défaites. On pensait avoir des équipes comme East Carolina, mais East Carolina pour le coup c'est une saison très compliquée je trouve, en tout cas en Dancy. Kansas également sur le carreau, malgré la très bonne saison du côté de la Big 12. Ils viennent justement de sweeper Kansas State dans un derby, donc ce n'est pas rien. Et enfin Northeastern, Western Kentucky et Southern Miss sont les dernières équipes qui restent sur le banc et qui ne font donc pas partie de ce top 16. Pour finir, je vous rappelle donc le top 16 de ce podcast avant de conclure. En numéro 1, on a Clemson, en numéro 2, Texas, LSU en 3, Clemson, je viens de le dire donc je dis des bêtises, c'est Oregon State en 4, Tennessee en 5, Arkansas en 6, North Carolina en 7, en 8 j'ai Vanderbilt, en 9 j'ai FSU, Florida State, en 10 j'ai Georgia, numéro 11 Ole Miss, numéro 12 Alabama, UCLA en 13, UC Irvine en 14, NC State en 15 et enfin WVU en 16. C'est donc West Virginia bien entendu. J'espère que ça vous a intéressé. C'est dommage que je puisse pas faire des lives parce que ça aurait pu être une thématique pour un live, faire quelque chose d'un peu plus interactif pour vous permettre de participer également. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse et vous avez donc compris que la semaine prochaine, on s'attaque au plus gros puisqu'on va carrément, à partir de ces 16 têtes de série, construire le reste du bracket fictif pour notre Field of 64. Voilou. J'espère que ça s'est bien passé, que ça n'a pas été trop complexe à comprendre. Je pense que c'est plutôt ludique, mais vous pouvez me faire des retours là-dessus. J'espère également que les petits formats courts concernant la draft vous plaisent. Si vous avez le temps d'aller voir, bien entendu, n'hésitez pas. C'est sur YouTube. Et sur tous ces bons mots, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Pretty well hit to center field. And he is off the glove of 31.